Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Au sommaire, un sommaire particulièrement riche avec un point d'actualité sur CrossGect et GenFit. Et puis je recevrai deux dirigeants aujourd'hui. Tout d'abord Frédéric Crenn, cofondateur et dirigeant d'Inventiva. Et puis en seconde partie, Christophe Doix, président du directoire de Medincell. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et on retrouve pour ce point d'actu un petit peu abrégé aujourd'hui Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Et on commence tout de suite par CrossGect. CrossGect qui nous annonce une augmentation de capital. On se souvient la dernière fois où nous en avions parlé sur ce plateau, c'était pour plutôt une mauvaise nouvelle, un report d'un an suite à des problèmes d'industrialisation de leur système. CrossGect, c'est les injections sans aiguille. Est-ce que cette augmentation de capital, on se doute qu'elle va faire du bien? Alors cette augmentation de capital est effectivement 4 millions d'euros. Elle est rendue nécessaire par le retard pris, tu l'as dit Laurent, dans l'industrialisation, les problèmes avec les sous-traitants. Alors est-ce qu'elle va faire du bien? Elle va donner un petit peu d'oxygène à la société qui n'avait que moins d'1 million d'euros de cash à la mi-année, qui compte beaucoup sur le crédit impôt recherche, sur différentes aides et qui a besoin un petit peu de financement un petit peu permanent, de refinancement permanent. Est-ce qu'elle va faire du bien à l'actionnaire? C'est pas sûr. La décote est quand même importante, moins 27%, le cours s'est ajusté, mais voilà, il faut en passer par là puisque CrossGect a pris un an de retard dans ses développements. Et qu'est-ce qu'on attend maintenant? Les autorisations de mise sur le marché, des partenariats? Alors la société a promis effectivement les dépôts de demandes de mise sur le marché en Europe et aux États-Unis pour un certain nombre d'indications. Donc il y a 8 indications aujourd'hui en développement, il y en a 3 qui devraient être déposées en 2020. En tout cas, il y en a 3 qui sont prioritaires. Là, CrossGect s'est refocalisé sur l'urgence, donc les chocs anaphylactiques, les overdoses d'opiacés, les crises d'épilepsie. Donc pour ces 3 produits, on espère que les partenariats, eux aussi promis par la société, arriveront rapidement. C'est quoi rapidement, Pierre-Louis? Je suis désolé, c'est 2020, c'est 2019 Alors, ce à quoi il faut s'attendre, la société ne précise pas exactement ses attentes par rapport à ça, mais ce qu'il faut s'attendre, c'est que les industriels attendront l'obtention, probablement attendront l'obtention des AMM pour signer des partenariats, d'accords de licence ou de distribution pour ces produits. Donc 2020, pas avant 2020. Bon, encore beaucoup de conditionnels. Pas mal de conditionnels et sans doute encore des besoins de financement pour la société, même s'il va y avoir des aides à l'industrialisation. Il y aura sans doute à nouveau des refinancements. Il est peut-être un peu tôt, c'est le message aujourd'hui, un peu tôt pour revenir sur le dossier CrossGect dont la valorisation a beaucoup souffert. Bon, CrossGect, GenFit, avec qu'est-ce que je lis, un nouvel essai dans la NASH. Alors attendez, on a bien sûr Elafibranor en phase 3. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel essai de phase 2, je crois, dans la NASH? Alors, un nouvel essai, effectivement, avec un produit qui sort un petit peu du chapeau, même si les actionnaires les plus attentifs aux publications financières de GenFit avaient noté que ce produit rejoignait le pipeline. Alors, le nitazoxanide. Oh, c'est mot contre triple au Scrabble, ça. Voilà, ce qui comptera triple sur la valorisation de GenFit. C'est à vous de nous le dire. On le sait un peu tôt pour le dire. En tout cas, donc c'est un produit, c'est un antiparasitaire qui existe depuis très longtemps, qui est commercialisé dans ces indications-là, qui est générique depuis plus de 20 ans. Et qu'en fait, GenFit repositionne dans les maladies fibrosantes du foie. Il y avait un programme de recherche chez GenFit depuis longtemps d'identification de molécules d'intérêt dans ces indications. Et la société a retenu cette molécule, a déposé des brevets l'an dernier pour les applications propres à la fibrose du foie. Et là, il lance un essai de phase 2 avec un partenaire académique dans la NASH et plus spécifiquement chez des patients NASH qui ont une fibrose modérée. Mais on a déjà Elafibranor, pardon. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est peut-être allez, on va oser, un futur combo ou un complément peut-être? Alors en tout cas, c'est une très bonne nouvelle parce que l'une des faiblesses de GenFit, c'est quand même de tout reposer sur Elafibranor. Donc d'avoir ce deuxième médicament dans le portefeuille, même si c'est un repositionnement de molécules existantes, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça équilibre un petit peu le pipeline et le risque dans le dossier. L'intérêt effectivement de nitazoxanide, c'est qu'il s'attaque à la fibrose, c'est-à-dire à la fin de la cascade de la NASH. La cascade de la NASH, elle commence avec le métabolisme, la stéatose, la NASH, la fibrose, etc. Et puis après on entre dans d'autres aires thérapeutiques. Mais disons que l'Elafibranor s'attaque en amont de la maladie, sur le versant métabolique. Là, on a un produit qui potentiellement pourrait agir sur l'aval, la fin de la cascade, c'est-à-dire la fibrose. Il y a des médicaments concurrents de l'Elafibranor aujourd'hui développés dans la NASH qui disent
prétendent pouvoir agir sur les deux versants. Donc que va faire GenFit de ce médicament? Un complément de gamme, peut-être une combinaison, on n'en est pas là, mais en tout cas, c'est aussi un bon complément, une bonne synergie dans l'approche NASH de GenFit. Bon, puis alors attendez, parce que moi j'ai noté sur mon petit agenda GenFit, on attend plein de nouvelles, hein, des résultats dans la cholangite biliaire primitive, voilà. Des précisions sur l'introduction au Nasdaq, et puis tiens, pourquoi pas la signature d'un partenariat dans le diagnostic pendant qu'on y est. C'est vrai qu'ils en parlent depuis plus d'un an, de ce partenariat industriel dans le diagnostic, donc ça fait partie du news flow potentiel, hein, on n'a pas plus d'indications que ça. Effectivement, les modalités d'introduction sur le Nasdaq sont importantes, on ne connaît pas encore le prix, c'est-à-dire l'appétit des investisseurs américains, combien ils sont prêts à mettre. On sait qu'Intercept vaut plusieurs milliards de dollars, GenFit vaut 600-700 millions d'euros selon les jours. Est-ce que là, il y aura un rattrapage? Ça, c'est le news flow, le catalyseur important pour le titre. Bon, et des résultats dans la des résultats dans la PBC, dont on avait parlé effectivement fin d'année, hein, il y a 2 semaines, et qui sont attendus avant la fin d'année. Et bien voilà, super. Merci beaucoup Pierre-Louis. Merci Laurent. Tout de suite, c'est l'interview dans le journal des biotech. Et je reçois aujourd'hui sur le plateau Frédéric Crenn, dirigeant et cofondateur d'Inventiva. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Inventiva, biotech fondée en 2012, introduite début 2017. Une biotech qui vise notamment à traiter, on va commencer par ça, la NASH, la stéatohépatique non alcoolique du foie, une pathologie qu'on connaît bien parce qu'il y a beaucoup maintenant de laboratoires, de biotech aussi, GenFit pour ne pas la nommer, qui travaillent sur cette pathologie. Aujourd'hui, Inventiva doit dévoiler des résultats de phase 2 au premier semestre 2020. Quel sera, selon vous, le paysage concurrentiel dans cette pathologie d'ici là? Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de produits en développement. L'avantage d'Inventiva, c'est qu'on a un produit qui est vraiment bien fait et bien développé pour cette pathologie. On a en cours une étude qui va nous permettre déjà de rentrer en phase 3, ce qui n'est pas toujours le cas de nos concurrents. Et puis un mécanisme d'action. Pourquoi? Au fait, pour entrer en phase 3, il faut faire des études basées sur du biopsie. C'est-à-dire on va prendre une partie du foie du patient, c'est très invasif. D'autres, pour éviter ces difficultés, font plutôt des études d'imagerie, avec des résultats plus rapides. Mais ensuite, quand on va voir les autorités réglementaires, elles sont très claires. Cher monsieur, vous voulez aller en phase 3, il vous faut de la biopsie. Donc nous, on fait ce que demandent les autorités réglementaires, donc des études avec des biopsies de foie. Bon. Donc ce paysage concurrentiel, on le voit, donc il y a déjà à peu près 4 groupes, 4 sociétés qui sont en phase 3 dans la NASH. Il y en a quasiment une vingtaine en phase 2. Vous me voyez venir, Frédéric Crenn. Est-ce qu'il restera de la place pour Inventiva en 2020? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, il faut un médicament dont le mécanisme d'action est bien adapté. Et donc, nous, on est confiants que notre produit aura des bons résultats. Et deuxièmement, c'est un marché effectivement très large, mais il va falloir pouvoir identifier les patients, il va pouvoir les trouver. Et actuellement, on peut faire que de la biopsie. Sur le marché, on ne va pas biopsier 10% de la population, il va falloir que l'imagerie ou des biomarqueurs se développent. Et ça va prendre du temps. Donc le temps que ces biomarqueurs ou cette imagerie se développent, on aura le temps de développer notre produit et de l'amener sur le marché. Vous voulez dire que le marché ne sera vraiment qu'à son plein potentiel quand on saura, allez, on va dire, facilement identifier les patients atteints de la NASH. Exactement, tout à fait. Alors, votre produit, l'anifibranor, est un récepteur des agonistes PIPAR. Alors, vous n'êtes pas les seuls à être sur les PIPAR. Il y a GenFit notamment, et aussi Simab. Le vôtre est original puisqu'il cible en fait les PIPAR alpha, delta, gamma. C'est pas un PIPAR. Il attaque la NASH sur ces deux versants, le versant métabolique et le versant fibrotique. Comment il se positionne? Quel avantage il a par rapport à tous les produits qui sont aujourd'hui, tous les mécanismes d'action qui sont aujourd'hui disponibles? Est-ce qu'il aura besoin, comme beaucoup, d'une combinaison? Est-ce qu'il peut se suffire à lui-même dans la NASH? Voilà, quels sont un petit peu ses points forts? Alors, les points forts. Alors, premièrement, comment on traite des hommes? La safety, la tolérance, ça c'est le point le plus important. On l'a administré à pas mal de patients maintenant. On a fait des études de toxicologie à long terme et toujours de très bons résultats, une bonne tolérance. Donc ça, on est rassuré sur ce versant. Et puis l'autre côté très important, c'est l'efficacité. C'est une maladie complexe. Il y a une partie métabolique, c'est-à-dire une inflammation du foie, une accumulation de graisse qui produit de la fibrose. Et donc vous devez traiter ces deux versants de la maladie. Le moteur qui produit la fibrose et la fibrose elle-même. Et nous, on a un mécanisme d'action qui nous permet de faire ça, alors que de nombreux de nos concurrents ne s'attaquent soit à la fibrose ou ils s'attaquent que à la partie métabolique.
Nous, l'anifibranor, c'est les deux versants de la maladie. Et comme vous l'avez dit, donc, ce mécanisme d'action nous permet de dire qu'on n'a peut-être pas besoin de développer des combinaisons comme de nombreux de nos concurrents. Il y a d'autres mécanismes d'action qui sont un petit peu comme ça, je dirais, holistiques. Les FXR, notamment celui d'Intercept, le produit aujourd'hui le plus avancé. Comment vous positionnez, comment vous espérez surtout faire la différence par rapport à ça? Non, non, tout à fait. Ocaliva, FXR, c'est des beaux mécanismes d'action, il n'y a pas de doute. Mais ils ont des problèmes de tolérance. Il y a deux éléments, trois mêmes éléments importants. C'est un, les indices du prurite. Donc, vous donnez votre médicament et le patient se gratte. Mais vraiment, c'est des grâces. Pour parler très concrètement. Voilà, on l'a vu dans les résultats de phase 2, notamment d'Intercept. Exactement. Voilà, ensuite, ils augmentent le mauvais cholestérol, donc le LDL. Et troisièmement, également, ils n'améliorent pas l'insuline, la résistance à l'insuline. Donc, dans des populations qui sont souvent diabétiques, c'est quand même un autre problème assez important pour ces médicaments. Donc, la qualité des données de sécurité sont peut-être aussi importantes que la qualité d'efficacité. Oui. Juste une toute petite question supplémentaire dans la NASH. Comment se passe le recrutement? Il y a beaucoup de laboratoires qui ont signalé des problèmes de recrutement, des patients pour faire les essais, parce qu'il y a tellement d'essais cliniques en cours, et puis il y a ce problème de biopsie dont vous avez parlé, invasif et douloureuse. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que, quand vous parlez du premier semestre 2020, vous êtes sûr d'y arriver? Alors, est-ce qu'on est sûr d'y arriver? En tout cas, là, on a mis tout en place pour y arriver. On a 70 centres qui sont ouverts, 60 qui recrutent des patients, et on est présent Europe, Australie, Canada, et maintenant on ouvre des centres aux États-Unis. Vous avez fait plus que prévu. Hein, ah oui, oui. Au début, on prévoyait 40 centres en Europe, donc maintenant on a une étude vraiment mondiale. Bon, c'est un avantage pour les discussions avec la FDA, parce qu'on aura vraiment un panel de population représentative des malades, donc ça c'est le point positif. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, oui, on a tout en place pour avoir des résultats au premier semestre 2020. Alors, premier semestre 2020, c'est loin, on se dit à les investisseurs qui nous regardent, mais ils n'auront peut-être pas à patienter aussi longtemps pour avoir des résultats avec la Nifibranor, mais dans une autre indication, premier trimestre 2019, cette fois-ci, résultat de phase 2 dans la sclérodermie systémique, une maladie qui a des origines auto-immunes, qui touche à peu près 200 000 personnes, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon. Est-ce que c'est pas finalement là le vrai tournant pour Inventiva ? Oui, tout à fait. C'est un tournant très important pour nous. C'était une étude qu'on a démarrée en 2015. Toujours Inventiva, les études qu'on fait, c'est vraiment pour nous amener en phase 3. Donc là, pareil, si elle est positive, on va se mettre en ordre de marche pour développer le produit, pour l'amener sur le marché. Ce sera le même critère primaire, je crois, entre la phase 2 et la phase 3. Oui, tout à fait. On mesure. En fait, la sclérodermie systémique, c'est une maladie, il y a un élément que vous avez oublié, c'est très grave. C'est une maladie mortelle. Donc là aussi, il n'y a pas de traitement. Quasiment 10 ans après le diagnostic. Il y a 50% des patients qui décèdent dans les 10 ans qui suivent le diagnostic, et des patients jeunes, puisque c'est on diagnostic à la fin de la quarantaine. Essentiellement des femmes, je crois. 80% de femmes et aucun traitement disponible. Donc quand vous êtes diagnostiqué avec cette maladie, c'est vraiment très dur. Et nous, on a développé ce produit dans cette maladie. On fait une étude longue, c'est 1 an de traitement, et les résultats, là, premier trimestre 2019, on a traité le dernier patient mi-octobre, donc là, les équipes sont en train d'analyser les données, et donc on va publier tout ça dans quelques mois. Il y a un read across, comme on dit en anglais, c'est-à-dire est-ce que les résultats positifs dans la sclérodermie systémique, ils diront beaucoup aussi du potentiel dans la NASH? Quelles sont ces deux maladies totalement différentes, mais enfin, c'est le même médicament. Oui, c'est le même médicament, donc tout ce qui est safety est important. Bonne tolérance dans une population sclérodermie systémique qui est très fragile, vraiment très malade, donc ce serait positif pour la NASH. Une activité antifibrotique dans la sclérodermie systémique, là pareil, c'est une fibrose très développée, très sévère, très important pour la partie NASH. Et puis il ne faut pas oublier, la sclérodermie systémique uniquement en stand-alone est une opportunité importante. On estime le marché autour de 2 milliards de dollars. Il n'y a pas de produits approuvés, des patients très malades. La FDA, les MEA vraiment poussent pour qu'il y ait des nouveaux produits. Donc il y a vraiment une belle opportunité pour Inventiva. Alors justement, sur ce point-là, quelle va être votre stratégie partenariale? Un même produit, 2 indications, vous n'allez pas faire deux licences, vous n'allez pas licencier le produit à 2 laboratoires pharmaceutiques, vous n'allez pas garder des droits
dans la sclérodermie systémique, pour vendre ceux dans la NASH. Comment vous voyez les choses à ce stade? Oui, alors, nous, on était toujours très clairs sur la NASH, il nous faut un partenaire. Et comme vous le dites, effectivement, il nous faudra un partenaire également qui voudra la sclérodermie systémique. Donc on pense que ce sera le cas et donc on trouvera un partenaire pour les deux indications. Après les résultats de la NASH, et nous dans le court terme, on va se mettre en ordre de marche pour continuer le développement de la sclérodermie systémique, puisqu'il n'y a pas de temps à perdre. Donc l'année prochaine, ce sera une année de résultats, bien sûr, et puis également de préparation des phases 3 en sclérodermie systémique. Alors le calendrier, il est bien rempli chez Inventiva, puisqu'effectivement on a donc l'anifibranor dans 2 indications, puis un autre traitement, odiparcine, un autre candidat médicament, cette fois-ci dans la mucopolysaccharidose, la MPS. On en parlait il n'y a pas si longtemps, parce qu'on avait Karen Ayash, qui est dirigeante de l'Isogène. Vous aussi, donc vous, c'est pas tout à fait, je pense, parce qu'il y a différents types de MPS, vous n'êtes pas forcément positionné sur les mêmes, mais là aussi un traitement qui pour vous a beaucoup de potentiel et des résultats de phase 2, cette fois-ci attendus au second semestre 2019. Oui. Inventiva, c'est pas que la NASH, c'est NASH, sclérodermie systémique, MPS, et puis on peut parler aussi des collaborations, mais effectivement l'année prochaine, résultat de phase 2A, avec odiparcine, actuellement on traite 24 patients, atteints de mucopolysaccharidose de type 6, maladie très grave, pareil, mortelle pour les cas les plus sévères. Souvent des enfants en plus. Des enfants, donc je vous assure, c'est hyper motivant de développer ce genre de produit. Et en plus, on est soutenu par les maladies, les associations de patients, donc il y a vraiment un bel environnement dans lequel travailler. Des résultats deuxième semestre de l'année prochaine, avec encore un produit qui est encore une fois innovateur par son mécanisme d'action, totalement différent des produits qui sont actuellement approuvés. Aujourd'hui, c'est des infusions d'enzymes pour remplacer les enzymes dysfonctionnelles. Exactement. Ouais. Donc, c'est des ERT, donc c'est des infusions, c'est assez pénible. Et en plus, avec une efficacité qui est limitée. Et nous, pareil, totalement disrupteur, une approche par voie orale, des comprimés 2 fois par jour. Ouais. Et une efficacité dans les modèles précliniques, dans des organes et des tissus où on sait que les enzymes ne sont pas efficaces. Parce que votre molécule est plus petite, je crois, que oui, les infusions. C'est une molécule orale et qui se distribue très bien dans tous les organes. Donc on a des données d'efficacité dans l'œil, dans les cartilages, on améliore la mobilité. Donc on espère vraiment de pouvoir améliorer les conditions et le traitement de ces enfants. Alors un petit point sur vos finances pour conclure. 75 millions d'euros de trésorerie nette fin juin, donc à l'époque 2 ans d'autonomie à peu près, ce que vous annonciez, donc mi-2020, ça correspond peu ou prou aux résultats, à l'attente des résultats dans la NASH. Où en êtes-vous aujourd'hui, notamment si vous lancez vous-même une phase 3 dans la sclérodermie systémique? Est-ce que c'est la même autonomie? Ça va vous coûter peut-être un petit peu plus? Et puis voilà, quel rendez-vous financier pour vos actionnaires? Oui, effectivement, donc on est financé jusqu'à mi-2020. Après, si les données sont bonnes, les résultats sont bons, on lance une phase 3, on va consommer de l'argent pour ça c'est normal. Inventiva a la chance d'être soutenu par des gros investisseurs en Europe, aux États-Unis. Et donc effectivement, s'il y a besoin de lancer une phase 3, on fera peut-être appel à nouveau au marché. C'est des options qu'on regarde et qu'on étudie. Mais encore une fois, ce sera les données cliniques qui nous amèneront à développer ou pas encore le produit en sclérodermie systémique. Bon, oui. Ah, vas-y, Pierre-Louis, j'en prie. Levée de fonds et bonne nouvelle, il faut que ça aille ensemble. Exactement, tout à fait. Oui. Bon, en tout cas, un calendrier bien rempli, premier semestre 2019 dans la sclérodermie, second semestre dans la MPS, et puis premier semestre 2020 dans la NASH. Vous aurez sans doute l'occasion de revenir pour nous en parler, Frédéric Crenn. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, au revoir. Et je reçois aujourd'hui sur le plateau Christophe Doua, président du directoire de Medincell. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, Medincell, société fondée en 2002, introduite en octobre dernier, c'est tout récent, à 7,25 €. Une biotech, dois-je dire d'ailleurs une biotech, vous allez sans doute me le dire, on va dire une société de santé innovante avec peut-être cette idée aussi simple que géniale. Medincell ne va pas traiter du médicament en lui-même, mais de son enveloppe avec cette promesse de dire que finalement, aujourd'hui, on prend peut-être un traitement et puis on oublie et puis finalement, on ne l'observe pas très bien et puis on guérit moins bien forcément. Avec votre technologie, le BIPO, vous allez nous l'expliquer, il y a cette idée que finalement, il y aura moins besoin en tout cas, les espaces entre les prises de traitement seront
plus espacée et on va mieux respecter son traitement et donc guérir plus efficacement. C'est ça un peu cette promesse de Medinacell? Tout à fait. Aujourd'hui, dans la santé, la priorité des systèmes de santé, même la priorité de l'OMS, c'est ce qu'on appelle l'observance. C'est s'assurer que le patient va prendre son traitement. Quand on regarde les statistiques, c'est frappant. Un patient sur 2 ne démarre pas ou ne suit pas son traitement, donc avec des conséquences sur sa santé, réhospitalisation, des coûts induits, et ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, Medinacell propose une solution, donc avec ce qu'on appelle une injection longue action. On vous fait une injection qui va former, comme ça. Tout à fait, en sous-cutané, qui vous forme un petit dépôt sous la peau. Et après injection, ce dépôt va diffuser le médicament pendant la durée escomptée, parfois quelques semaines, parfois quelques mois. Et donc le patient n'a plus à se soucier de prendre son médicament et le médecin sait qu'il le prend. Ça, c'est votre technologie de copolymère qui permet vraiment de régler médicament par médicament le minuteur de la pompe, en fait. Oui, alors parfois je prends l'image parce que ce que je dis, ça paraît simple, mais c'est très complexe parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est une mini-pompe virtuelle qui doit être injectable, diffuser un médicament dans la durée de façon sécurisée. Et ça, c'est nos plus de 50 PhD qui le font à Medinacell. Et tout leur savoir-faire avec la technologie, c'est de définir les bons polymères qui, associés à la molécule du produit en question, va permettre d'assurer cette diffusion dans le temps. Alors là, vous avez donc 2 produits qui sont bien avancés. On peut peut-être parler du premier qui est déjà en phase 3 et qui s'attaque à la schizophrénie. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur le déroulement, enfin sur le mécanisme d'action de ce produit? Tout à fait. Alors d'abord, la schizophrénie, c'est vraiment l'exemple type où l'observance est absolument fondamentale. La schizophrénie, c'est 1% de la population, c'est majeur, c'est plus que le diabète, c'est plus qu'Alzheimer. Et évidemment, quand les patients schizophrènes ne prennent plus leur traitement, il y a des conséquences. Il y a 2 chiffres que j'aime citer. Plus de 20% des femmes incarcérées aux États-Unis sont schizophrènes. Et certaines estimations donnent que 20% des nuitées d'hôpital aux États-Unis sont liées de près ou de loin à la schizophrénie. Donc vous mesurez l'impact du manque d'observance. Et là, typiquement, on permet, dans notre produit phare, de traiter le patient avec une injection tous les 2 mois. Et alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous utilisez un médicament qui est bien connu, qui est la risperidone, donc qui est déjà sur le marché, oui. Donc qui est déjà connu des autorités de santé, et que vous, en fait, vous revoyez son enveloppe pour optimiser ses résultats. Donc, a priori, quand même, un peu moins de risques, si je comprends bien, comparé à des essais traditionnels, si j'ose dire, de biotech. Oui, alors c'est fondamental, ce que vous venez de dire, parce que tous nos produits, effectivement, utilisent des molécules qui sont déjà approuvées, déjà connues, et qui traitent déjà des millions de patients. Donc le risque n'est pas du tout le même que quand on développe un nouveau produit. On le met dans notre technologie et les autorités réglementaires le reconnaissent bien, parce qu'à la fois en Europe et aux États-Unis, on bénéficie de processus réglementaires qui sont accélérés. Parfois, on peut éviter certaines phases cliniques. Vous n'avez pas fait la phase 2 là, on n'a pas fait la phase 2 sur la risperidone, et en plus avec un nombre de patients réduit. Pour les initiés, ce processus réglementaire aux États-Unis s'appelle le 505B2. Et donc, ça donne à nos produits une équation bénéfice-risque très importante. Vous n'avez pas besoin de refaire toutes les étapes de préclinique. Bien sûr, donc ça coûte beaucoup moins cher à développer. La molécule est connue, donc c'est beaucoup moins risqué au final, parce qu'on connaît son impact. Et par contre, tous nos produits ont un potentiel financier important aussi. Alors vous avez un autre produit en phase clinique qui s'attaque à la douleur. Avec là, l'avantage de votre technologie est totalement différent, puisque l'enjeu, ce n'est pas de réduire les prises, c'est de réduire la consommation, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, j'aime à dire que, en fait, imaginez que ce petit dépôt, qui a la taille à peu près d'un demi-petit pois, va relarguer le médicament dans la durée. Donc d'un côté, on peut assurer l'observance, comme en schizophrénie, mais dans d'autres applications, comme la dépression ou la contraception. L'autre application phare, c'est de mettre le médicament où on en a besoin. Je donnais un exemple récemment. Pendant la préparation de l'IPO, je portais mon sac à dos et je me suis fait mal à l'épaule qui est bloqué.
Et là, je prends des doses très importantes d'anti-inflammatoires, hein, qui donc, quelque part, entre guillemets, polluent tout le corps pour me traiter l'épaule. Hein, c'est une aberration. Et donc, gaspillage. Et un gaspillage, voilà. D'ailleurs, je parlerai du gaspillage après, hein, et de l'impact sur l'environnement de ce qu'on fait. Et dans ce type d'application, on cherche un traitement local. Et là, un des groupes de chirurgiens orthopédiques les plus prestigieux en Amérique du Nord, à Toronto, nous a demandé de les aider à résoudre un de leurs problèmes majeurs. 20 à 30% des patients qui ont une chirurgie de prothèse du genou récupèrent mal, ont de la douleur et de l'inflammation. Aujourd'hui, on ne peut pas leur donner de célécoxib, un anti-inflammatoire oralement, parce que c'est complètement contre-indiqué avec les antithrombotiques qu'ils doivent prendre par ailleurs. Donc on les met sur opioïdes, mais ça marche mal, ils sont mécontents, réhospitalisés, et que ce n'est pas optimal. Ouais. De ce qu'on a développé avec eux, hein, c'est un dépôt qu'ils mettent dans le genou après la chirurgie, qui va relarguer le célécoxib pendant plusieurs semaines. Donc on réduit... Et le célécoxib ne va pas aller dans le corps, mêler... Il va y aller, mais comme il y a une concentration locale plus importante, ça suffit à réduire l'inflammation, c'est ce qu'on a vu sur les tests in vivo. Et donc la dose moyenne administrée est divisée par plus de 30. Et donc ce produit, aujourd'hui, est en phase 2. Alors je vais faire un petit aparté sur le terme gaspillage, parce que c'est aussi un terme qui nous est cher à Medincell, c'est notre impact aussi social et environnemental. C'est qu'aujourd'hui, quand on administre un médicament de façon injectée, il n'y a pas de gâchis. Quand vous prenez des pilules et que vous ne prenez pas vos pilules, où est-ce qu'elles vont les pilules? Elles restent dans la pharmacie, on va bien. Et dans la plupart des cas, elles finissent soit dans les toilettes, soit à la poubelle, avec des conséquences sur nos systèmes. Il n'y a pas de packaging excessif, c'est voilà, ce que vous nous dites. Exactement. Et quand j'écoute un petit peu ce que vous nous dites, là on parle de la schizophrénie, on parle de la douleur de l'épaule, du genou, je me dis mais est-ce qu'il y a finalement une limite aux indications potentielles à la technologie de Medincell? Il y a des limites, effectivement, parce que Medincell, même si on aime s'appeler une pharma humaniste, on est très conscient de la profitabilité future de la société et d'un impact financier. Donc il faut que ces produits soient remboursés par les systèmes de santé. Donc ils seront remboursés quand ils apporteront une valeur quantifiable par les systèmes de santé. Donc en schizophrénie, c'est simple, j'ai donné quelques chiffres. Dans d'autres indications, c'est moins simple. Donc on fait toujours des études très poussées et on travaille avec les payers, les organismes de remboursement, pour comprendre leur avis sur le potentiel. En tout cas, on se dit quand même qu'on peut adresser un certain nombre, un nombre assez large. Bien sûr, là on en a une dizaine, même 10 dans le pipe. Et puis après, il y a aussi les contraintes technologiques. Certains médicaments doivent être administrés à des doses très importantes. Donc qui ne sont pas susceptibles de rentrer dans un dépôt qui soit acceptable pour le patient. Alors après la schizophrénie, la douleur post-chirurgicale, quelle pourrait être la prochaine indication dans le pipeline de Medincell? Alors celle qui est la plus mûre aujourd'hui, c'est un produit en anesthésie qui permet de faire à la fois l'anesthésie pendant la chirurgie, puis 4 jours d'analgésie, donc qui va simplifier la vie des chirurgiens et des anesthésistes, mais aussi réduire, voire éliminer la prise d'opioïdes par les patients, ce qui est un enjeu majeur pour la FDA et le gouvernement américain aujourd'hui. Mais on a aussi des programmes en contraception. C'est un programme emblématique, un sujet emblématique sur lequel on travaille avec la fondation Bill et Melinda Gates, en dépression, dans la transplantation d'organes, la douleur chronique et d'autres qui arrivent. Le pipeline va s'enrichir. Ouais. Alors, pour toutes ces indications, vous n'êtes pas seul, parce que vous avez avec vous un partenaire bien connu, Teva, un partenariat signé en 2013, qui a survécu, puisque Teva a affronté des vents contraires, et puis il a gardé ce partenariat avec Medincell, il vous a réaffirmé sa confiance. Comment ça marche au quotidien, ce partenariat avec le laboratoire israélien ? Écoutez, ça marche remarquablement bien. Teva, malgré ses difficultés liées à sa fusion avec Actavis, est une société qui était quelque part un partenaire idéal, à la fois parce qu'ils connaissent bien les génériques, les molécules déjà approuvées, et qui sont une société très entrepreneuriale, mais ils ont aussi une
division de specialty medicine, hein, donc de médicaments, de nouveaux médicaments très puissantes. Donc ils connaissent bien les deux aspects. Du donc marché, ils étaient idéalement placés pour collaborer avec nous pour faire ces médicaments best in class basés sur des molécules existantes. Alors, ils ont investi plus de 100 millions d'euros dans la société, à la fois dans le développement, ils ont, à l'occasion de l'IPO, donc également dans le capital. Vous avez ce programme dans la schizophrénie. Il y a d'autres programmes qui sont aussi dans la neuropsychiatrie, avec d'autres actifs dans la schizophrénie. Tout à fait. Comment se construit ce partenariat? C'est vraiment une franchise qu'ils veulent construire avec vous? Alors, effectivement, hein, donc on a 3 produits en développement. Le premier est en phase 3. Hein, le deuxième étant ce qu'on appelle non clinique, donc les essais sur animal de toxicité. D'après, ce sera la phase 1 sur homme. Et un troisième qui est en fin de phase de formulation, hein, dont il pourrait donner le go du développement l'année prochaine. Tous dans le système nerveux central et essentiellement en schizophrénie, oui. Donc c'est des produits qui vont se succéder quelque part, des générations de produits. Vous maîtrisez votre communication sur Teva. Là, on sait que vous avez ce produit en phase 3. Il y a des résultats qui sont attendus pour fin 2019, début 2020. Vous allez nous préciser ça. C'est vous qui maîtrisez le calendrier de la communication sur cette phase 3 très importante? C'est Teva hein, qui le maîtrise et on en parle avec eux régulièrement. On a des comités stratégiques, d'ailleurs, qui sont très efficaces, très cordiaux aussi. L'avantage, c'est que comme Teva, on doit faire attention à l'information que nous communiquons, parce que c'est une information stratégique essentielle qui s'attaque à un domaine important. Hein. Les long-acting en schizophrénie, c'est quasiment 5 milliards par an, en croissance de 20% CAGR par an. Vous êtes l'un de leurs 4 produits en phase 3. Voilà, hein, et donc c'est vraiment un produit stratégique dont il faut préserver l'avenir et donc l'information confidentielle. Mais de l'autre côté, ils sont aussi actionnaires de Medincell, donc avec les mêmes intérêts que nous et que tous les nouveaux actionnaires qui nous ont rejoints à l'IPO. Bon, alors, quand même, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur moi, je piaffe d'impatience là sur ces résultats de phase 3. Quand est-ce qu'on aura des premières données disponibles à communiquer au marché, aux investisseurs? Alors, officiellement, donc, les datas seront disponibles début 2020, hein, mais on pourrait avoir des résultats d'efficacité intermédiaire avant. Hein, c'est une 2019, fin 2019 peut-être? 2019 peut-être, oui. D'accord. C'est une phase 3 relativement rapide, 24 mois, 596 patients, 80 centres. Hein, donc vous voyez la puissance qu'a mis Teva dans cette phase 3 pour vraiment en réduire les délais. Un point rapide pour finir, Christophe Voisse, sur vos sources de financement. Aujourd'hui, il y a 60 millions d'euros dans les caisses, donc ça va. Medincell a une situation confortable. Qu'est-ce que ça vous donne en termes de visibilité? Comment, bien sûr, vous allez employer cet argent pour les mois et les années? Je vais corriger. Alors allez-y, corrigez. Sinon, mon directeur financier va vous taper sur les doigts. C'est le présentateur qui dit la bêtise. On a effectivement accès à 60 millions. Ils ne sont pas dans les caisses. Oui. Donc, au 30 septembre, on avait une quinzaine de millions de trésorerie disponibles ou en actifs non risqués. Ils ont été complétés donc, par l'introduction en bourse d'un peu plus de 30 millions. Et je vous rappelle qu'au printemps, on a eu aussi un prêt de la BEI de 20 millions, dont il reste 12 millions disponibles à tirer. Donc quand on additionne ça, ça fait effectivement 60 de disponibles comme source de financement. D'accord. Ça vous donne une autonomie de quelle période, compte tenu aujourd'hui de votre rythme de dépenses? Alors là, je ne peux pas faire de forward statement, hein, comme des États-Unis. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au semestre dernier, notre cash burn opérationnel était un peu plus de 6 millions d'euros. Il va évidemment augmenter avec le nombre croissant de produits et le fait que certains de ces produits vont aller plus loin dans le développement. Il faut rajouter à ça certains frais financiers, notamment sur la dette Teva et la BEI. Mais disons que ça nous donne une visibilité financière suffisante pour ne pas avoir, en tout cas, à avoir ou à demander d'augmentation de capital à court terme et dont je comprends le danger. Hein, j'étais capital risqueur dans le passé et donc là on a de quoi faire et une visibilité très importante. Donc Teva finance le principal projet aujourd'hui de Medincell, hein, il est financé par Teva. Tout à fait. Donc cet argent c'est pour regarnir le pipeline, mettre de nouveaux produits en clinique. Alors Teva, pour vous rappeler le business model, parce qu'on a des business models différents. Teva nous paye au service. Je vais dire nous payer parce que maintenant les phases de formulation sont quasiment terminées. C'est pour ça qu'on a des variations d'ailleurs de revenus d'année en année. Et on les aura toujours avant
que les royalties arrivent avec les premiers produits, la commercialisation des premiers produits. Donc on a ces revenus de service qui sont complétés par des paiements d'étape, qui sont aujourd'hui importants, et là aussi qui varient suivant les années. Et puis ils seront complétés par des paiements d'étape de commercialisation et des royalties à la commercialisation. Bon, ben voilà, des résultats, donc des premiers résultats de phase 3 attendus, espérés fin 2019, plein de projets dans les tuyaux. Merci beaucoup Christophe Douat d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro du journal des biotech est désormais terminé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. À très bientôt.